immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Au nom du mouvement national des jeunes de la République des valeurs, MONJER, en collaboration avec l'école du parti. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre engagement et pour l'énergie que vous insufflez à ce moment de réflexion collective. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, populisme, jeunesse et démocratie, quelle fracture, n'est pas un simple sujet de débat intellectuel. C'est une question brûlante, profondément ancrée dans notre quotidien. Une réalité marquée par les doutes, les colères, mais aussi par les rêves, les élans et les espoirs. Parler de populisme, de jeunesse et de démocratie, c'est parler de notre vécu et de ce que nous ressentons. C'est aussi évoquer cette jeunesse pleine de vie, d'idées, de créativité, mais aussi évoquer cette jeunesse. C'est aussi évoquer cette jeunesse pleine de vie, d'idées, de créativité, mais qui trop souvent se heurte au mur de l'invisibilité, au silence des institutions, à la lenteur du changement et qui devient ainsi une proie facile pour les discours populistes. Aujourd'hui, les fractures sont bien réelles. Elles se creusent entre générations, entre centres et entre périphéries, entre ceux qui ont accès aux opportunités et ceux qui en sont systématiquement écartés. Il existe aussi des fractures plus silencieuses, plus intimes, ce sentiment diffus de ne pas être entendu, de ne pas compter, d'être abandonné par les institutions censées nous représenter. Partout, les jeunes s'interrogent. Pourquoi voter? Pourquoi encore croire? Pourquoi espérer dans un système qui semble m'ignorer? Ce désenchantement est mondial, mais en Afrique, il prend une résonance particulière, comme le rappelle l'index Mo Ibrahim. Plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Pourtant, cette jeunesse est rarement représentée, rarement écoutée, rarement impliquée. Le philosophe camerounais Achille Mbembe le dit clairement. L'Afrique ne souffre pas d'un excès de jeunesse, mais d'un manque de projets pour sa jeunesse. Et c'est bien là l'un des défis majeurs de notre époque. Comment transformer cette énergie, cette vitalité, ce bouillonnement d'idées en projet collectif? Comment passer du potentiel à l'action, de la frustration à la construction? Dans ce contexte, le populisme séduit. Il rassure par son langage simple ses ennemis désignés, ses réponses directes, parfois trop directes. Il transforme la colère en slogan et redonne à certains le sentiment d'être enfin vu, enfin entendu. Mais attention, le populisme n'est pas une solution. C'est un signal d'alerte, un symptôme, un cri
Comme souligne Noam Chomsky, lorsque les institutions politiques et économiques ne répondent plus aux besoins des populations, la colère cherche un exutoire. En Afrique, le populisme prend plusieurs visages. Il dénonce la présence étrangère, la mondialisation perçue comme néocoloniale ou encore le vide laissé par des partis politiques traditionnels épuisés. Et ce vide, certains, sincères ou opportunistes, s'empressent de le combler. Faut-il alors céder au fatalisme? Certainement pas. Le penseur burkinabé Joseph Kizerbo parlait d'une démocratie enracinée, une démocratie qui ne copie pas, mais qui s'inspire de notre histoire, de notre tradition de dialogue, de notre sens du collectif. Et cette démocratie-là, des jeunes la font déjà vivre. À travers les budgets participatifs, les comités de quartier ou des mouvements citoyens comme Y en a marre ou le ballet citoyen du Burkina Faso, des jeunes prennent la parole, s'organisent et proposent. Ils refusent d'être des simples spectateurs. Ils veulent être les auteurs du changement, comme l'a si bien dit Ndeye Marie Ndiaye, militante sénégalaise du numérique. Il faut que nos jeunes s'arrêtent de consommer la démocratie et ils commencent à le fabriquer. Pour reprendre les mots du livre Politisez-vous, auquel a contribué notre illustre panéliste Abdoulaye Sène à ma droite, la politique n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une affaire de citoyens. Sans détourner, c'est laisser les autres décider à votre place. Cette phrase résume l'esprit même de notre rencontre. Elle nous rappelle que chaque jeune a seulement le droit, mais aussi le devoir de s'approprier l'espace public, d'influencer les débats et de participer activement à la construction de notre avenir commun. Alors, que faire? Comment éviter que le populisme ne soit qu'un détour vers plus d'autoritarisme? Comment s'en saisir pour réveiller nos consciences, réinventer nos institutions et bâtir un vivre ensemble plus juste? C'est à cette réflexion que nous vous invitons. Il n'y a pas de réponse unique, mais ensemble, par le dialogue, la confrontation des idées et l'écoute sincère, nous pouvons émerger des pistes, des projets, des espoirs. Parce que la démocratie n'est pas seulement un bulletin glissé dans l'urne tous les 5 ans. C'est aussi et surtout une voix qui ose, une idée qui arme, un rêve qu'on partage et qu'on construit ensemble. Je vous invite donc, avec toute la confiance que je place dans cette jeunesse, à participer pleinement à ce moment. Dites ce que vous pensez. Posez les vraies questions. Ne vous censurez pas, car c'est en osant dire, en osant rêver, en osant bâtir ensemble que naît une démocratie digne de nous. Avant de conclure, permettez-moi de vous présenter nos 2 panélistes. Professeur Mame Cheikh Ngom, à ma gauche, est un enseignant-chercheur au département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
spécialiste des dynamiques territoriales, de la géographie urbaine et des politiques d'aménagement. Ces recherches s'inscrivent dans une perspective critique des transformations socio-spatiales en Afrique de l'Ouest. Il travaille notamment sur la gouvernance locale, les inégalités spatiales, les enjeux environnementaux et les dynamiques d'étalement urbain. Très engagé dans la formation des jeunes chercheurs, il participe activement à des projets de recherche collaboratifs au Sénégal comme à l'international. Il compte à son actif plusieurs publications académiques. Sa thèse de doctorat soutenue à l'Université de Cergy, France, portait sur les enjeux de l'étalement périphérique des villes au Sénégal. Abdoulaye Sène est doctorant en sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Comme évoqué ci fois, il est l'un des 10 intellectuels sénégalais, auteur de l'ouvrage collectif Politisez-vous, un appel fort à un engagement citoyen pour transformer l'action publique dans sa contribution intitulée Un chemin vers la montée en humanité. Il défend une vision de la politique comme un acte de résistance et d'altruisme, enraciné dans l'histoire, la culture et l'humanisme africain. Il plaide pour une conscience politique éclairée et un État fort au service d'une Afrique digne. Sa plume empreinte de spiritualité et d'éthique invite à réarmer la conscience collective pour refonder une démocratie vivante et inclusive. Il est également auteur de Les Utopies désirables, publié en 2023 par Sénéplus et les éditions Harmattan. Tous deux sont également responsables de la République des valeurs, respectivement à Bandia et à Rufisque. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais aussi nos camarades, surtout nos jeunes camarades qui sont là aujourd'hui pour nous écouter. Et surtout, j'espère que cet exercice va être le début du lancement de l'école du parti, qui était un peu en berne. Et Hassan en a parlé. Je pense que quand on fait de la politique aussi, il y a l'idée de débattre, de discuter, mais l'idée aussi d'acquérir des compétences. Que ce soit des compétences politiques seulement, mais des compétences techniques. Et les prochaines éditions, les prochains exercices, j'espère qu'il va y avoir des experts qui vont venir pour vous entretenir, vous, les jeunes militants de la République des valeurs, de sujets divers qui peuvent être sur l'économie, sur la science, sur la technologie. J'espère que, voilà, aujourd'hui, c'est le début quand même de cela. Oui, vous avez. Donc, excusez-nous de la coupure, M. Sen. Donc, nous avons un invité, ou bien deux invités qui sont là. Donc, le rappeur Rifou, qui vient juste d'arriver, donc qui a répondu présent à notre appel. Merci beaucoup, Rifou, qui est un rappeur aussi très connu, activiste en même temps. Donc, il faisait partie du groupe Yanana. Donc, il est toujours là pour les pays. Donc, il est toujours pour des causes nobles, ainsi que M. Seydita de Gnayoff, qui a répondu aussi présent à notre appel. Donc, on qui est aussi le niveau de Gnayoff, qui est en train de faire un travail vraiment à ce niveau. Merci beaucoup. Oui, merci Séni. Alors, je disais un peu que Hassan m'a mis un peu la pression, mais le thème déjà est une pression. Le thème est un petit piège. Parce que mettre ensemble démocratie, populisme et jeunesse, voilà, je me suis demandé, mais je vais en faire quoi? Et j'ai essayé comment
il faut toujours, je pense, partir systématiquement de définitions, de notions et de termes qu'on veut exposer. C'est pourquoi je vais essayer de définir ce qu'est la démocratie, de donner un peu aussi sa généalogie, mais ça va être très rapide, de parler aussi de l'histoire et des caractéristiques du populisme. Avant de finir par parler de ce moment peut-être dangereux que nous vivons aujourd'hui, où le Sénégal peut être gagné par ce qu'on appelle la démocratie illibérale. En terminant bien sûr par donner des pistes. Que devons-nous faire? Hassan l'a rappelé, et je pense que c'est la question d'un grand politique, Lénine, qui le disait. Que faire quand on est en face de situations où c'est compliqué? Je vais terminer par cela. Donc, je pense que pour appréhender le thème, je me suis posé deux questions fondamentalement. La première, comment le populisme révèle-t-il les ruptures démocratiques? La seconde, quel impact le populisme a sur la jeunesse? C'est-à-dire, est-ce que le populisme est une menace inéluctable là que nous allons vivre, ou ça va être un catalyseur de transformation démocratique? Parce que, bon, moi, je peux juger que des hommes politiques ou un parti politique aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, est populiste. Mais eux, ils disent le contraire. Ils disent qu'ils vont vers des transformations systémiques. Est-ce que cela est vrai? Je vais tenter de répondre à cela. Donc, populisme déjà et démocratie, je disais, c'est deux notions qui sont imbriquées. Le populisme, étymologiquement, on voit apparaître le peuple. La démocratie aussi, c'est le pouvoir du peuple. Pour rester d'abord sur la démocratie, comment la définir? Il y a cette définition de Churchill que nous connaissons tous, c'est la moins mauvaise des systèmes, mais c'est un système mauvais, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Mais la démocratie aujourd'hui est en eau trouble. La démocratie est en eau trouble partout dans le monde, mais ici aussi en Afrique, au Sénégal y compris. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des questionnements sur la démocratie. La première, c'est sur sa légitimité. Nous, en tant qu'Africains, on entend, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de penseurs même, qui se posent la question à savoir, mais est-ce que la démocratie est légitime en Afrique? La démocratie, pour certains, c'est un système occidental. Et ce système occidental-là, il n'est pas fait pour nous. Évidemment, je ne suis pas d'accord et on verra après. L'autre question qui se pose, c'est sur l'efficacité de la démocratie. Je pense que c'était en début de semaine ou la semaine dernière, j'ai vu le journaliste Alain Foka poser des questions sur la démocratie, en demandant, mais est-ce qu'on a besoin de démocratie? Nous, en Afrique, ce dont on a besoin, c'est de manger, c'est de nous vêtir, c'est d'aller à l'hôpital, c'est d'avoir des infrastructures. Une question tout semble légitime. Mais en réalité, c'est une question qui pose un problème très profond, qui veut dire, mais nous, Africains, on n'a pas peut-être besoin de penser par nous-mêmes. En tant qu'individu, je veux dire. L'autre question qui se pose, c'est sur la survie même de la démocratie. Parce qu'on voit avec la technologie et les algorithmes, la démocratie aujourd'hui, elle est menacée partout. Et est-ce qu'il ne faut pas innover, donner un nouveau souffle à ce système et j'allais dire, ce système-là qui est menacé, est-ce que le populisme ne va pas être son bourreau? Excusez-moi. Oui, bienvenue à tout le monde. Peut-être un peu de silence et merci d'être là. Alors, est-ce que le populisme va être le bourreau de la démocratie? Je vais prendre des exemples concrets. On va aller aux États-Unis en 2020. Le Joe Biden, le candidat démocrate. Excusez-moi, on va continuer quand même.
Je disais, il y a des exemples qui montrent que le populisme pourrait être le bourreau. Et même actuellement, est en train de casser la démocratie. Je prends l'exemple de l'élection présidentielle aux États-Unis en 2020, où le candidat démocrate remporte l'élection. On voit son adversaire, qui était président, pour ne pas le nommer, Donald Trump, qui dit que non, les élections sont truquées. Et même en amont, il dit que non, le système avec l'État profond, avec les machines à voter, ce sont des machines à fraude. Il n'accepte pas la démocratie, alors qu'il est inscrit dans le jeu démocratique. Qu'est-ce qui se passe après? On voit ses partisans aller au Capitole, attaquer le Capitole. On a le Brésil aussi, avec Bolsonaro, qui est défait par Lula, et qui refuse. Et là encore, ses partisans vont aller s'emparer de lieux de pouvoir. Aujourd'hui, au Sénégal, on l'oublie, mais en 2019, il y a un parti politique, ou en tout cas un homme politique qui a refusé, pendant un certain moment en tout cas, le choix des Sénégalais. Je me rappelle, pendant une semaine, une pression avait été mise sur les journalistes, sur des mouvements de la société civile, pour pas qu'ils donnent les résultats de l'élection. Alors que le soir même, on savait que le président sortant avait gagné. Que ça soit litigieux ou pas, on sait qu'au Sénégal, les élections, on ne peut pas les gagner. Mais tout cela pour dire, tous ces exemples-là pour dire, que le populisme est dans la démocratie, s'empare de la démocratie, mais refuse le jeu démocratique. Et pour amener un peu la jeunesse dans le sujet, vous savez, au Sénégal, l'âge médian, c'est 19 ans, je crois. 19 ans. Et 76% de la population a moins de 35 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a potentiellement une bombe à retardement. Mais comment les hommes politiques voient ça? Ou comment même la République répond à cela? À cette jeunesse qui est très majoritaire. Deux réponses. Et deux exemples encore. Il y a 2 semaines, lors des résultats du baccalauréat, on voit comment la République marginalise la jeunesse. 20% de candidats admis au premier tour, 42% au second tour. C'est une catastrophe. Quand dans un pays, pendant 10 ans, l'école prend ses enfants, prend ses adolescents et ses jeunes adultes, pour après, plus de la moitié, je le dis de la manière dont je pense, jeter à la poubelle. Pour les jeter à la poubelle. 42%, ça veut dire que 56% des personnes, un peu plus ou un peu moins en tout cas, est écarté. Et ce qui va se passer après, c'est que ces jeunes-là qui vont aller à l'université, on va voir, première année, deuxième année, bon, il y a l'écrémage qui se fait encore. Donc, face à une jeunesse qui est majoritaire, la République n'a pas de solution. C'est catastrophique et ça doit nous faire peur à tous. L'autre exemple que je donne, mais si il y a la République qui ne prend pas en charge totalement la jeunesse, mais cette jeunesse aussi, elle est vue comme chair à canon par des politiques. L'exemple du ministre de l'énergie qui leur dit allez insulter.